c'est bon. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, j'entends pas. Si, ça fonctionne, là, le micro, ça marche. Ok, d'accord, très bien. Bon, pardon. Quelques mots, effectivement, puis je crois qu'on y reviendra dans le débat. Moi, peut-être plus en tant que sénatrice, et donc de celles et ceux qui aujourd'hui font ou s'opposent aux lois qui sont proposées. Je crois que le débat de ce soir s'inscrit dans ce que j'appelle une bataille idéologique, mais qui dépasse simplement, qui dépasse largement plutôt la question du seul devenir du code du travail et de quel code du travail. On constate, et on le voit dans différents domaines et sur un certain nombre de débats législatifs, mais plus largement de débats de société, une volonté de dérégulation, de combattre cette notion de contrat, de pacte, d'une loi qui ne serait que contrainte supplémentaire, alors que le premier objectif d'un contrat, d'un pacte, d'une loi, d'un code, c'est justement de s'entendre et de protéger à partir de là celui qui serait fragilisé de par sa condition, de par l'action de l'un ou de l'autre, et ainsi de garantir que chaque individu trouve sa place et fait corps et fait société avec l'autre. Donc je crois que c'est très très grave. Alors on le voit fortement avec cette volonté et ce que rappelait Jean Roux et ces attaques qui ont été faites contre le code du travail, d'un code, j'ai envie de dire, qui a été même stigmatisé, qui a été caricaturé, alors que il existe beaucoup d'autres codes qui font beaucoup d'autres pages, et si la question de l'efficacité d'un code se résumait à son nombre de pages, là aussi ça se saurait. Et donc vraiment une volonté de s'attaquer à travers le code du travail finalement à l'organisation de notre société, à ce qui fait du commun. Et c'est pas un hasard si dans le même discours suit généralement l'attaque en règle contre les syndicats qui ne représenteraient qu'eux-mêmes. Les critiques sont les mêmes d'ailleurs pour les partis politiques, et j'ai toujours un petit sourire quand j'entends mes collègues parlementaires, dont la plupart sont adhérents à un parti politique, expliquer bien évidemment très tranquillement que le rôle des organisations, qu'elles soient syndicales ou politiques, serait nul, si ce n'est vouloir nier l'intervention du plus grand nombre. Et je crois que même si ce discours très populiste et très réactionnaire prend fortement dans la société, nous devons aussi collectivement y faire attention, parce que dans une société, il n'y a pas de génération spontanée. Et donc, quand il n'y a plus d'organisation, alors chaque organisation doit faire ses propres introspections, doit faire ses propres changements, révolutions peut-être pour certains. Quand il n'y a plus de code et qu'il n'y a plus de loi qui s'applique collectivement, eh bien forcément c'est la loi de la jungle. Et ce sont les plus forts à tous les niveaux. Alors aujourd'hui dans notre société, les plus riches qui s'en sortent au détriment du plus grand nombre, qui, eux, sont de fait les plus faibles. Et le scandale qui a éclaté en début de semaine, mais qui malheureusement n'est pas le premier sur les Panama Papers, Andy Paradis maintenant, je ne sais plus où on en est dans les Paradis Papers, excusez-moi, parce que comme ça s'enchaîne, en dit long sur cette capacité qu'ont certains à se placer volontairement au-dessus de la loi. Certains individus, ils ont été cités, certains groupes, certaines entreprises qui effectivement ne vivent aujourd'hui que dans une logique de pure rentabilité, sans se soucier de la place de l'humain, bien évidemment, dans le développement économique, territorial, social. Mais j'ai envie d'aller même au-delà, sans s'interroger sur qu'est-ce que la dignité humaine face effectivement à ces millions qui aujourd'hui sont broyés, et comment est-ce que l'on peut encore dire, après ce énième scandale, que dans notre pays, nous ne pourrions faire autrement que de casser le code du travail. Alors,
de casser le code du travail et surtout de ne pas travailler à un code du travail beaucoup plus progressiste et qui redonne et qui, tu m'excuseras Jean, mais qui aille même plus loin que effectivement les lois progressistes de ces dernières décennies, qui soient plus ambitieux, mais parce que notre société a évolué, parce que la question du temps personnel et du temps du travail se pose différemment aujourd'hui qu'elle ne se posait à la sortie des années 70, parce que la question de la connaissance, de la capacité des salariés aujourd'hui à accéder à la connaissance se pose inévitablement différemment en ce début de 21e siècle qu'elle se posait à la fin des 30 Glorieuses. Et donc nous avons besoin... Alors, c'est pas simple dans le débat législatif, c'est pas simple dans les entreprises, c'est pas simple quand on discute... y compris dans les amicales laïques, parfois avec certains, c'est pas simple de redonner cet espoir que oui, d'autres solutions peuvent exister, pas simplement le maintien de l'existant, mais l'ambition aussi d'inverser finalement cette logique et de remettre le salarié, puisqu'on est sur le code du travail ici ce soir, le salarié, les salariés au cœur du développement économique pour notre pays, pour les années à venir. Alors, moi, je voulais juste revenir quand même sur les batailles législatives que nous avons vécues, qui sont des batailles souvent difficiles, parce que, bien évidemment, au Sénat, peut-être encore plus au vu des rapports de force, on est très vite stigmatisé soit de gauchistes hurluberlus qui n'ont rien compris, soit ça va parfois ensemble, même si ça peut faire sourire, quand même de gens assez réactionnaires qui vivent d'un autre temps et qu'aujourd'hui tout le monde est heureux et que les salariés d'ailleurs appellent à beaucoup plus de dérégulation et de libération des énergies individuelles pour mieux dynamiser l'économie de demain. Donc c'est ce type de discours. Et puis enfin, également dans les critiques parfois assez fortes qui peuvent être faites, en tout cas à ceux qui se sont opposés à la loi El Khomri, pour ne citer qu'elle, du quinquennat précédent, et aux ordonnances cet été, effectivement, on nous renverrait à une vision finalement de l'immobilisme et de ne pas être en tout cas dans le camp du progrès quand eux le seraient. Et j'insiste sur cette dernière critique parce que là aussi idéologiquement elle est forte, elle est difficile à combattre et je crois qu'on a besoin en tout cas de se rassembler collectivement. On faisait référence à la problématique des ordonnances. On a beaucoup rappelé une certaine presse, le gouvernement, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, que c'était pas la première fois que dans notre pays, des lois passaient par ordonnance. Et effectivement, on a rappelé généralement les lois du gouvernement d'Union de la Gauche. On a rappelé d'ailleurs ce précédemment, 36, etc. Je tiens quand même juste, et sans rentrer dans des grands cours sur le fonctionnement du Parlement, que notre pays... a eu une réforme du travail législatif, que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la session unique, c'est-à-dire un Parlement qui se réunit officiellement du 1er octobre au 30 juin, de fait avec les sessions extraordinaires du 1er septembre à fin juillet, que ces réformes du calendrier législatif étaient faites pour permettre aux parlementaires de mieux travailler, de mieux discuter, de mieux élaborer la loi, et que dans les faits, aujourd'hui, il n'en est rien. Donc au-delà même du contenu de ces ordonnances que je qualifierais en tout cas de réactionnaires, moi, au sens propre du terme, et de leurs conséquences qui ont été évoquées, sur lesquelles on reviendra, les autres intervenants reviendront. Voilà, je crois que la bataille contre les ordonnances était aussi celle-ci, c'est-à-dire de dire que nous avons aujourd'hui tous les outils pour permettre à ce que la représentation nationale, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, puisse réellement travailler et prendre le temps de poser
la réforme ambitieuse du Code du travail du XXIe siècle. Ce temps-là, il a été réduit, bien évidemment, à portion congrue. Il a été, alors, par les ordonnances cet été, par l'utilisation du 49.3 précédemment avec la loi El Khomri. Et on sent quand même que, donc, à chaque fois que ce droit du travail a été fragilisé, que finalement, le CDI devient non pas une exception, mais un parmi d'autres. On a usé d'artifices qui ont réduit considérablement ce temps de la représentativité nationale. Un mot juste pour finir sur cette question-là. D'abord, les ordonnances, il faut qu'elles soient maintenant adoptées par loi de ratification avant le 22 décembre. Donc, le gouvernement est aussi sous cette pression-là parce que les journées ne font que 24 heures pour tout le monde, encore dans notre pays. Sur ça, il n'y a pas de privilège. Je ne doute pas qu'ils y arriveront. Je crois en tout cas qu'effectivement, un certain nombre de décrets d'application, etc., doivent suivre, qu'il y a donc des batailles à continuer, parce que ce que l'on nous dessine, c'est finalement un nivellement vers le bas des droits existants, une réorganisation finalement de la vision du travail que vont avoir les femmes et les hommes de notre pays. Et ce que je disais initialement, et ce sur quoi je terminerai, de quelle place de l'humain dans l'activité économique pour les années à venir, et du coup, quelle dignité humaine, et donc qu'est-ce que l'on est en capacité d'attendre des femmes et des hommes dans notre pays quand un des droits fondamentaux qui est celui de travailler, on le maltraite, on le piétine, on le foule de la façon dont il a été piétiné, maltraité et foulé pendant cet été. Donc voilà, je crois qu'on est vraiment sur des enjeux de société très forts qui dépassent, même si syndicalement il est important bien évidemment de mener la bataille sur les droits du quotidien, mais qui dépassent simplement la question de quel droit, et qui nous invite à repenser de quelle société nous voulons pour toutes et tous demain. C'est pas possible. Voilà, vas-y.